Parole d'un expert. Comment Iran a gagné Trump? Cette vidéo présente la parole d'un expert bien connu du nom de William Scott Ritter, un ancien du corps des marines des États-Unis. Il fut inspecteur de la commission de désarmement de l'Irak. Durant la guerre du Golfe 1990 à 1991, il est expert en missiles balistiques auprès du général Norman Schwarzkopf et fin 1991, il entre à la commission spéciale des Nations Unies. William Scott Ritter a donné un point détaillé prouvant que c'est l'Iran qui est le gagnant de cette guerre. Il est vrai que cette guerre Iran contre deux grandes puissances militaires du monde bouleverse tous les calculs stratégiques militaires. Avant d'aller plus loin, soutenez notre nouvelle chaîne HA24 News. Faites-la grandir. Si vous êtes d'accord, aimez. Si ça vous parle, partagez. Si vous avez un avis, commentez. Mais surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Nous n'avons pas peur d'eux, car nous sommes déterminés et nous défendons nos droits et notre pays. Nous disons aux Américains, vous mourrez avant de nous voir humiliés. La démonstration de force de Trump, elle passe en particulier par ses B2. Le B2 devient une forme de symbole de la puissance mondiale des États-Unis. Et vous le disiez très bien, c'est cette puissance qui est universelle. C'est-à-dire qu'ils peuvent décoller du Missouri et arriver n'importe où dans le monde, furtivement, sans être repérés, sans escale, en étant ravitaillés en vol. Il y a là quelque chose comme une capacité de frapper n'importe où dans l'univers. On vous a vendu une image, celle de deux puissances intouchables. Les États-Unis, Israël, une domination militaire totale, une supériorité aérienne écrasante, une guerre qui, sur le papier, ne pouvait avoir qu'une seule issue dans quelques jours. Rapide, propre, inévitable. Mais la réalité a pris une autre direction. L'Iran n'a pas cédé, il n'a pas plié, et surtout, il n'a pas perdu. Pire encore, pour certains, il a tenu tête. Il a absorbé les frappes. Il a conservé ses capacités. Des missiles, des drones et son réseau militaire est toujours opérationnel. Alors la vraie question n'est plus qui a attaqué. Mais pourquoi le plan américain et israélien ça n'a pas marché? Comment deux des armées les plus puissantes au monde n'ont-elles pas atteint leurs objectifs? Comment un pays sous pression depuis des décennies peut-il encore frapper, bloquer des routes stratégiques et défier ouvertement ses adversaires? Ce que vous allez découvrir est dérangeant, car cette guerre ne ressemble pas aux autres. Ce n'est pas une guerre de puissance, mais une guerre d'intelligence. Des systèmes cachés, des stratégies inattendues, une manière de combattre qui échappe aux règles classiques. Préparez-vous maintenant à suivre Scott Ritter, dans la parole d'un expert qui vous dévoile, avec précision et sans détour, les raisons profondes pour lesquelles l'Iran a pris l'avantage sur Trump dès la première phase du conflit. Une analyse choc, détaillée, qui remet en question le récit dominant et révèle les véritables enjeux stratégiques de cette guerre. L'Iran a affronté les deux armées les plus puissantes du monde, Israël et les États-Unis, notamment en ce qui concerne la puissance aérienne. L'Iran les a affrontés et leur a refusé la victoire. Les objectifs des États-Unis et d'Israël étaient un changement de régime. Cela ne s'est pas produit. En fait, le régime s'est renforcé. L'autre objectif était la destruction ou la neutralisation des capacités iraniennes en matière de missiles balistiques et de drones. Cela non plus ne s'est pas produit. L'Iran a conservé des capacités importantes et a démontré qu'il pouvait frapper n'importe quelle cible avec ses missiles et ses drones. Vous savez, les États-Unis aiment parler de la destruction de la marine iranienne. Mais je tiens à souligner que la marine iranienne a posé hier des mines dans le détroit d'Ormuz, le bloquant complètement. Il est donc clair que la marine iranienne n'est pas détruite. En réalité, je ne pense pas que nous ayons détruit grand-chose à part des bâtiments vides. Car nous sommes entrés dans cette guerre sans vraiment comprendre ni saisir comment l'Iran s'est organisé pour sa défense. 31 districts militaires autonomes, chacun capable de poursuivre le combat isolément des autres. Nous n'avons donc jamais vraiment pris la mesure de cela. L'Iran étudie depuis des décennies la manière dont les États-Unis et Israël mènent la guerre. On oublie souvent que l'Iran avait un accord de défense aérienne avec la Syrie, dans le cadre duquel des spécialistes iraniens de la défense aérienne étaient déployés en avant avec certains moyens iraniens. L'Iran a observé la façon dont Israël opérait, comment ils communiquaient, quel système d'armes ils utilisaient. Ils ont étudié de la même manière la façon dont les États-Unis opéraient. Quand on regarde comment cette guerre a commencé, la propagande disait que les États-Unis et Israël avaient anéanti les systèmes de défense aérienne iraniens, qu'ils les avaient complètement détruits.
Mais est-ce vraiment le cas? Ou bien les Iraniens ont-ils simplement décidé de ne pas jouer cette phase du conflit? Parce que cette phase reposait sur des armes à longue portée tirées à distance. Vous savez, ce n'est pas que les avions israéliens et américains ne dominaient physiquement l'espace aérien iranien. C'est plutôt que depuis la périphérie, nous pouvions lancer des armes qui frappaient profondément à l'intérieur du pays avec une grande efficacité. Oui, ils ont touché des cibles. Mais quelles cibles se sont réellement présentées? Je parierais que la grande majorité des cibles frappées par les États-Unis et Israël liées à la défense aérienne étaient des leurs, pas les véritables systèmes. Les vrais étaient en réalité dissimulés dans des abris, dans des bunkers, quelque part, cachés. Et ce que nous avons vu, c'est que lorsque les États-Unis et Israël ont commencé à épuiser leurs armes à distance, l'Iran a entrepris de rétablir son système de défense aérienne en utilisant de toutes nouvelles tactiques et capacités. Plutôt que de mener une guerre centrée sur le radar, qui est le modèle normal des opérations de défense aérienne, l'Iran est intervenu avec des systèmes de poursuites infrarouges et électro-optiques, changeant de tactique tout. Et c'est pourquoi ils ont connu un grand succès dans cette phase la plus récente en abattant des avions américains, parce qu'ils jouent à un jeu différent de celui auquel nous étions préparés. Les Iraniens ont réfléchi à tout cela. Ils savent ce qu'ils font. C'est un plan élaboré depuis 20 ans. Les États-Unis sont intervenus et nous avons modifié notre plan au jour le jour. Cela montre immédiatement qui gagne et qui perd. Les Iraniens ont été constants du début à la fin. Ils savent où ils veulent aller. Ils savent ce qu'ils veulent accomplir. Ce sont les États-Unis qui changent les paramètres de la victoire, qui modifient les structures de force et qui revoient leurs priorités presque quotidiennement. Et ce n'est pas le signe d'un camp qui se porte bien, c'est le signe d'un camp désespéré. Je pense que cette guerre est la goutte d'eau qui fait déborder le vase en ce qui concerne la viabilité de l'OTAN. C'en est fini de l'OTAN. Les États-Unis et l'OTAN n'ont pas su reconnaître la réalité dans laquelle ils évoluent, surtout dans l'ère post-guerre froide, où l'OTAN ne sert pas de partenaire ni d'égal aux États-Unis, mais plutôt d'élément subordonné à la sécurité nationale et à la politique étrangère américaine. Le rôle de l'OTAN était de saluer avec discipline et de dire « oui, monsieur » aux États-Unis, pas d'élaborer sa propre réflexion indépendante sur ce qui est le mieux pour l'Europe. Et ils l'ont oublié. Et ils l'ont oublié face à un homme qui garde rancune. En ce moment, Donald Trump va demander des comptes à l'Europe pour son incapacité à se rallier à sa guerre d'agression illégale contre l'Iran. Vous savez, hier soir, Marco Rubio a parlé de retirer 100 000 soldats d'Europe. Voilà, c'est fini. Il a expliqué que nous n'allions pas venir en aide aux nations qui ne nous ont pas soutenus. Eh bien, adieu l'article 5. Donc, vous savez, quand Mark Rutte est devenu secrétaire général, j'ai dit qu'il serait le dernier secrétaire général de l'OTAN. Et je pense que les faits montreront qu'il sera effectivement le dernier secrétaire général de l'OTAN. C'en est fini de l'OTAN. Ils sont terminés. Je ne sais pas combien de temps il faudra avant que le drapeau soit abaissé et que le siège ferme. Si l'OTAN existe encore dans un an, ce ne sera que de nom. Car lorsque les États-Unis ne font plus partie de la structure de l'OTAN, cette structure est incapable de faire quoi que ce soit de sérieux. Vous savez, l'OTAN peut se permettre d'adopter une attitude ferme si elle croit que si la Russie s'en prend à un ou plusieurs de ses membres, l'ensemble de l'alliance viendra à leur défense. C'est une forme de dissuasion. Mais lorsque les États-Unis se retirent, l'OTAN perd cette capacité. Donc la leçon à tirer dans cette guerre de Trump et de Netanyahou est que la puissance brute ne garantit plus la victoire. La technologie ne suffit plus à imposer sa volonté. Et surtout, la guerre ne se gagne plus seulement dans le ciel, mais dans la stratégie, la patience et l'anticipation. Ce que nous venons d'écouter, ce n'est pas seulement une résistance. C'est un signal que le monde a changé, que certains continuent de jouer selon un ancien monde pendant que d'autres construisent déjà un nouveau monde. Et dans ce nouveau monde qui se dessine, une seule question comptera vraiment. Qui a compris le changement? Et qui est déjà en retard? Merci de suivre votre nouvelle chaîne. Abonnez-vous. Aimez cette vidéo. Partagez-la autour de vous, encore et encore. Et surtout, donnez votre avis en commentaire. Parce que sans vous, rien de tout cela n'est possible. Et avec vous, on va encore plus loin. HA24 News, notre nouvelle chaîne.